Bonjour et bienvenue sur le site de Medscape France. Je suis le docteur Meilleur Rodriguez et nous allons commenter aujourd'hui encore le congrès de l'ASCO 2020 qui était virtuel. Nous allons parler de cancer urologique et en particulier de cancer de prostate avec 3 études, 2 avec le PSMA et une troisième sur une nouvelle hormonothérapie. Nous avons avec nous le docteur Constance Thibault, oncologue médical à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Docteur Thibault, le PSMA, qu'est-ce que vous en dites ? Donc, le PSMA, c'est une molécule qui est très spécifique des cellules prostatiques et qui est actuellement en cours d'évaluation dans le cancer de la prostate, on va dire, avec 2 dimensions. Une dimension à visée diagnostique avec le TEP lorsque le PSMA est couplé au gallium, et ça a aussi une dimension thérapeutique lorsque le PSMA est couplé notamment par exemple au lutécium. Et donc cette année à l'ASCO, il y a eu 2 présentations que j'ai trouvées très intéressantes. La première est l'étude THERAP qui était une phase 2 qui évaluait en fait le LU-PSMA à visée thérapeutique en comparaison au cabazitaxel chez les patients qui avaient été pré-traités par docétaxel, et pour 90% d'entre eux, ils avaient aussi reçu une nouvelle hormonothérapie. Le critère de jugement principal était le taux de réponse biologique, avec des résultats qui sont en faveur du LU-PSMA par rapport au cabazitaxel, avec un profil de tolérance tout à fait acceptable, avec comme principaux effets secondaires du LU-PSMA de la xérostomie, dans 60% des cas, c'était des grades 1 et 2, et une sécheresse oculaire, là encore, de grades 1 et 2, avec seulement 35% de grades 3-4. La deuxième étude que j'ai trouvée assez intéressante, c'est l'étude Condor, qui cette fois-ci utilisait le PSMA à visée diagnostique, donc en le couplant, enfin en l'utilisant dans le cadre d'un TEP scanner, et il était étudié dans le cadre d'une phase 3 de patients qui présentaient une rechute biologique après un traitement local. Il y a 208 patients qui ont été inclus dans cette étude, qui avait été faite à la demande de la FDA, avec à peu près les 2/3 des patients qui avaient un TEP PSMA positif. Et l'examen, on va dire, standard de comparaison au TEP PSMA pour identifier justement ces rechutes biologiques était composite, c'est-à-dire que soit c'était un TEP choline, qui est aussi utilisé dans cette indication, soit c'était une preuve histologique, soit alors c'était d'autres examens qu'on va considérer comme plus standards, comme par exemple l'IRM. Et donc, en comparaison à ce standard-là, la spécificité du TEP PSMA était de 97%, la sensibilité de 44%, avec une localisation correcte du site de la récidive de entre 85 et 87%. Ce range-là s'explique par le fait qu'il y avait 3 médecins nucléaires qui interprétaient les TEP PSMA. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que pour les 2/3 des malades, les résultats de ce TEP ont modifié la prise en charge de cette rechute biologique. Donc, on espère que ça permettra de pouvoir accéder à ce TEP PSMA qui malheureusement n'est encore pas utilisé en pratique courante en France, avec des accès à cet examen diagnostique très, très limités. Et on peut associer les deux, donc en fait, dépister, trouver la rechute. Alors en l'occurrence, là en thérapeutique, c'était utilisé après docétaxel, donc le patient était déjà métastatique prouvé. Mais on peut faire donc le TEP diagnostic PSMA, ensuite faire du thérapeutique PSMA et le suivre sur le TEP gallium, c'est-à-dire après. Alors, en fait, c'est vrai que saturer les récepteurs et rendre négatif, peut-être. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est que c'est vrai que dans le cadre de l'étude THERAP, donc qui évaluait le PSMA à visée diagnostique, donc à visée thérapeutique, pardon, couplé au lutécium, pour être inclus, il fallait que les patients aient un TEP PSMA qui soit positif. Et ils avaient aussi tous un TEP FDG cette fois-ci, et il fallait que les lésions secondaires ne fixent pas au TEP FDG. Donc en fait, en couplant le TEP PSMA avec, s'il est positif, le PSMA à visée thérapeutique, c'est vrai qu'on a à la fois du diagnostic et du thérapeutique. Donc, c'est ce qui est très séduisant avec cette molécule. Très bien. Et la troisième étude, c'était pour une nouvelle hormonothérapie. Exactement. Alors ça, c'est une étude de phase 3 qui s'appelle HERO, qui évaluait le Relugolix, qui en fait est un antagoniste de la LHRH, et il était comparé à un agoniste de la LHRH, le Leprolide.
Donc, c'est une étude qui a fait l'objet d'une publication simultanée dans le New England. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que la seule molécule antagoniste qu'on utilise actuellement de la LHRH était le firmagon, qui présente l'inconvénient d'être administré uniquement de manière mensuelle. Et surtout, c'est des injections qui peuvent être douloureuses lors de l'injection, avec des douleurs au point de ponction et parfois des réactions inflammatoires qui peuvent être finalement assez gênantes pour les patients. Et donc là, c'est un antagoniste de la LHRH qui se prend de manière orale tous les jours, donc c'est un comprimé, et qui a été comparé à l'agoniste de la LHRH avec un objectif principal dans cette étude qui était l'obtention d'une castration persistante à 48 semaines, c'est-à-dire un taux de testostéronémie inférieur à 50 nanogrammes par décilitre. Au final, c'était une étude de non-infériorité et en fait, on s'est rendu compte que non seulement c'était non-inférieur, mais en plus, c'était même supérieur, avec finalement un taux de castration à 48 semaines de 96,7% sous Relugolix versus 89% chez les patients qui avaient le Leprolid, avec l'absence évidemment de flare-up. C'est aussi l'avantage des antagonistes par rapport aux agonistes, et surtout une récupération en fait du taux de testostérone à un seuil au-dessus du seuil de castration de 50 nanogrammes par décilitre, seulement en fait quelques semaines après l'arrêt du traitement. Et l'autre point qui était très intéressant, c'est sur le risque cardiovasculaire, parce qu'on sait que les hormonothérapies augmentent le risque d'événements cardiovasculaires dans les mois qui vont suivre l'introduction de ce traitement. Et avec cet antagoniste de la LHRH par voie orale, le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, c'est-à-dire infarctus, AVC, était diminué de moitié par rapport au Leprolid. Donc des résultats vraiment très intéressants et on espère qu'on pourra utiliser cette molécule très rapidement. Ouais, ce sont des résultats majeurs parce que c'est vrai que les agonistes sont nécessairement en injection sous-cutanée habituellement et donc c'est pas quelque chose d'assez pénible. Et j'avais vu aussi, si je me souviens bien, que le taux de testostérone s'effondrait très très vite après quelques jours de prise et je ne sais pas si c'est Exactement. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'avec l'antagoniste en injection, c'est aussi des diminutions assez rapides. Mais là, c'est vrai que non seulement il y a une diminution rapide, on diminue le risque d'événements cardiovasculaires et en plus, il y a une récupération aussi très rapide du taux de testostérone. Donc, c'est vrai que c'est très séduisant aussi pour les malades qui vont avoir besoin de l'hormonothérapie, soit sur une courte période, soit alors de manière discontinue parce qu'ils vont récupérer un taux de testostéronémie et donc ne plus avoir cette castration qui impacte évidemment la qualité de vie de nos malades. Il faudra espérer que ce ne soit pas trop cher, parce que effectivement, ça représente énormément de malades. Il faudra qu'on puisse l'assumer. Très bien, merci et à bientôt pour une vidéo sur les cancers de vessie et cancer du rein.